Je vais essayer de présenter un peu comme j'ai déjà fait disons le contexte de la naissance de la sécurité sociale, et le titre Les Jours Heureux fait précisément référence à ce programme qui a été rédigé en pleine guerre, en territoire occupé, par le CNR, le Conseil national de la résistance. Alors c'est pas seulement, bon, ça il faut quand même le garder en tête, c'est pas seulement un point d'histoire lointain, bon, c'est une question d'actualité dans la mesure où l'ensemble des mouvements sociaux, des luttes sociales, des contre-réformes qui s'empilent dans la période actuelle se cristallisent sur le démantèlement de tous ces acquis, tous ces acquis des années post-guerre. On a effectivement une situation d'actualité par rapport à ce programme. S'il est né en 1945, il faut espérer qu'il ne meure pas dans les années qui viennent, ce qu'il en reste. Je rappelle pour mémoire quand même que pour Force ouvrière, il y a toute une série de revendications qui font partie de ce qu'on avance régulièrement. Je rappelle pour mémoire le retour aux 37 annuités et demie de cotisation, le maintien du système de sécurité sociale par répartition, tel qu'il avait été fixé par les ordonnances de 1945. Et enfin, on peut rappeler, mais très rapidement, parce que toute une littérature le fait, que plein d'interventions l'ont évoqué, que on est confronté à tout un démantèlement de ce système, toute une série d'offensives à travers des pactes et différents dispositifs, mais qui sont des dispositifs de combat contre des acquis fondamentaux. Peut-être le plus vital que la classe ouvrière ait obtenu. Alors, je vais présenter mon exposé. Bon, on peut m'interrompre, hein, il est modulable, bien évidemment, mais avec deux aspects. D'une part, effectivement, le système de sécurité sociale tel qu'il se met en place en 1945, et ensuite, un rappel du contexte historique. Alors, pourquoi dans cet ordre? C'est parce que, effectivement, ce système-là, il n'est pas né tout seul en 1945. Il est, d'une part, le prolongement de tout un combat mené par les ouvriers du 19e siècle, par la population salariée, pour avoir des conditions, je dirais même pas de vie décente, mais de survie, tel que c'était le cas dans les années qui vont entre 1950 et le début du XXe siècle. Alors, sécurité sociale. Bien, tout commence avec l'ordonnance du 4 octobre 1945, et ordonnance dont on a pu dire que c'était à la fois la naissance d'une grande idée et la plus grande conquête de la classe ouvrière. Ces deux expressions ne sont pas contradictoires, mais elles suggèrent que le système de protection sociale est un enjeu majeur dans les luttes sociales, justement. On ne les tire pas dans le même sens, selon qu'on emploie l'une ou l'autre de ces expressions. Disons que ce système de sécurité sociale, c'est schématiquement une amputation des marges de manœuvre et des profits de la classe capitaliste. C'est aussi un moindre mal en fonction des circonstances pour les salariés de l'industrie et du commerce. Ces salariés de l'industrie et du commerce ont gagné là un droit vital et la mise en place d'une réelle solidarité, d'une solidarité étendue et organisée. Cette ordonnance du 4 octobre 1945, c'est la rencontre entre une évolution qui voit le passage de système d'assistance à un système d'assurance dans le cadre d'une économie qui est devenue de plus en plus régulée et de plus en plus complexe. Rencontre donc cette évolution longue avec les circonstances de la libération. Les grandes lignes du système qui se met en place sont les suivantes. C'est une mesure du programme du CNR. C'est le point 5 de ce programme qui est ainsi libellé.
afin de promouvoir les réformes indispensables, donc ça c'est le texte du programme du CNR, un plan complet de sécurité visant à assurer à tous les citoyens, des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Voilà ce que prévoit initialement le programme du CNR. On verra qu'il y aura des modifications par rapport à ce système de gestion salarié-État. Techniquement, ce projet est élaboré pendant la guerre par Pierre Larocque. C'est un haut fonctionnaire qui a rejoint la France libre, et ce projet est en partie inspiré par un rapport fondamental en Angleterre, c'est le rapport Beveridge, qui avait été publié en 1942. Mais, au final, ce système français de sécurité sociale va se distinguer des préconisations et de la mise en place du système anglais sur 2 points essentiels. Le premier, c'est son mode de financement, et le deuxième, ce sont les oppositions multiples auxquelles le système français va être confronté. Bon, je fais une présentation schématique de l'ordonnance, rapide, pour aller au contexte. Il y a quand même des points qu'il faut retenir. Cette ordonnance donc est divisée en titres et en articles, ce qui n'a rien d'original, et j'en ai retenu quelques-uns que on peut considérer comme particulièrement significatifs. Le titre 1 donc, de l'ordonnance traite des principes généraux du système que l'on va mettre en place. L'article 1, il s'agit de garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Ce sont les risques sociaux. Sont désignés, de manière classique, la maladie, la validité, la vieillesse et la maternité. Mais, dans le système, le chômage n'est pas inclus. C'est un point important. L'ordonnance, donc, d'une manière générale, va fusionner toutes les anciennes assurances et toutes les caisses diverses pour reprendre dans un organisme unifié l'ensemble des prestations ou des assurances antérieurement mises en place. Globalement, le système a une architecture simple qui s'est complexifiée par la suite, à partir des ordonnances Jeannet de 1967, puis l'introduction des pratiques actuelles de gouvernance, de ceci et de cela, mais je m'arrêterai bien avant. L'architecture initiale du système de sécurité sociale est simple. Il y a 3 étages, des caisses primaires qui sont implantées au niveau départemental, avec, distinctes de ces caisses primaires, mais c'était au départ du provisoire, c'est du provisoire qui va se mettre à durer à partir des 1950, les caisses d'allocation familiale ont été distinguées. Au-dessus de la caisse primaire, il y a des caisses régionales, et enfin, l'ensemble est coiffé par un organisme unique, une caisse nationale de sécurité sociale. Donc on a une architecture simple. Ce qui est important à souligner, c'est que les caisses sont des institutions autonomes, dotées d'une personnalité juridique de droit privé. Elles ont une indépendance financière et elles sont régies par le Code de la mutualité, à l'exception des dispositions spécifiques liées aux missions de service public dont sont investies les caisses de sécurité sociale. Par exemple, l'exemple le plus significatif, c'est que les cotisations sont obligatoires. Donc c'est un prélèvement obligatoire, et ça c'est une mission de service public. Bien évidemment, l'ensemble du système de sécurité sociale est soumis à la tutelle, mais c'est un contrôle a posteriori, à la tutelle de la puissance publique. Le titre 2, dont j'ai retenu l'article 31, si je ne m'abuse, traite de l'organisation technique et financière du système. Les cotisations, voilà ce qu'il précise cet article, les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations ou des gains perçus. Et il faut
ça a du sens par rapport à l'actualité, distinguer à ce niveau 3 aspects dans le financement des risques. Premier aspect, c'est celui de la maladie et des retraites. La maladie et la retraite sont financées par des cotisations. On distingue formellement des cotisations patronales et une part salariale. Cotisation patronale, cotisation salariale. J'ai bien dit formellement, on y reviendra. C'est ça une pure fiction. En fait, c'est une fraction du salaire, point. Et le patron, voilà, il ne verse pas la totalité du salaire, il a son employé, il en verse une fraction à une caisse. Mais c'est le salaire. Par contre, donc c'est le deuxième point, la deuxième remarque que je voulais faire, les prestations familiales sont financées par le patronat seul. Il faut considérer que les prestations familiales sont des compensations à un manque à gagner. C'est une sorte de sursalaire. Et les accidents du travail sont pris en charge par le patronat seul. C'est une assurance du patron par rapport au risque au travail. D'accord? Et ça est important. Ah, mais les prestations familiales qui sont données par l'employeur censément. C'est ça? Oui. Ouais, bah, il n'y en a pas chez nous, il y en a plus. Oui, bah, c'est des choses qui sont remises en cause. Mais le principe, si tu veux... Bah, c'est vrai, j'entends tout ça et je me dis, il n'y en a plus, quoi. Le principe de la prestation familiale correspond à une lointaine demande, là, du courant, on va dire, chrétien social. Dès la fin du XIXe siècle, ils ont engagé le combat sur ce terrain-là, soutenir la famille nombreuse de préférence d'ailleurs dans leur optique, et la CFTC, qui s'est créée en 1919, a mené une bataille intense sur ce terrain-là. Et c'est la première prestation générale qui a englobé la totalité de la population. Des prestations familiales sont versées aux familles pour compenser la charge supplémentaire que constitue pour un couple 1, 2, 3 et plus si affinité d'enfants. D'accord? Mais c'est un sursalaire. C'est une prime. On pourrait dire une prime à la naissance. L'esprit, il est différent. Alors, ce que je voulais dire aussi, et qui est important dans le contexte donc, de ces années 45, 50, etc., jusqu'aux années 67, jusqu'à l'année 67, les représentants des salariés sont majoritaires dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale. Ils représentent les 3/4 des membres élus et qui siègent. 2 points importants. Je reviens donc sur ces 3 remarques. Je vais commencer par la loi sur les accidents du travail. La loi sur les accidents du travail est une loi sociale, j'en ai fait une petite chronologie très succincte, mais c'est une loi fondamentale qui date de l'année 1898 et qui reconnaît une responsabilité forfaitaire de l'employeur par rapport au risque accident du travail et indépendante de toute faute, de toute notion de faute de l'employeur. Autrement dit, on reconnaît que le travail en lui-même est potentiellement dangereux. Dans ce contexte-là, le patron, l'employeur s'assure. S'assure comme on s'assure pour sa maison. Voilà. D'accord? Les allocations familiales, c'est, alors je l'ai dit, mais je reviens un peu là-dessus, le fait que ce soit un sursalaire, il est logiquement payé, en plus, par l'employeur. Et les allocations familiales donc, ont été mises en place dès le début des années 30, 1932. La remarque la plus importante concerne les cotisations. Non, attends, excusez-moi, pardon. Alors, tu peux dire là-dessus, c'est pas... Moi, je faisais une différence entre les allocations familiales et ce que pouvait donner un employeur. On avait ça avant à la RAF. Momo fait référence au gel du supplément familial dans la CC 66. On avait en plus une contribution supplémentaire de la part de l'employeur dans la CC 66. Et ça, elle a été gelée, notamment pour financer les 35 heures. Et supprimée. C'est ça. Non, mais officiellement, elle est gelée. Officiellement, il y a une seule organisation. C'est la même chose.
Il y a une seule organisation qui a demandé le dégel du gel du point d'indice à la RAS, c'est Force ouvrière. On a formellement demandé à l'employeur de dégeler, on souhaitait une dégelée à l'employeur, sur le gel du supplément familial. Bien sûr, bien sûr. Et on l'a réellement demandé en NAO, c'est exact. Si tu veux, l'allocation... On est les seuls à l'avoir demandé. Les allocations familiales ne sont pas versées directement par l'employeur. Momo faisait référence à une disposition conventionnelle. C'est distinct. Là, on est dans un cadre... Je mélange. Non, moi aussi. Non, mais Momo, chez nous, voilà, c'est notre égérie, et elle demande toujours plus, donc forcément... Voilà, ça rend les choses plus vivantes. Je pose toujours des questions très naïves. Ouais, mais moi, je réponds naïvement. Moi, je réponds vraiment naïvement. Non, mais ça rend les choses plus vivantes. Alors, je reviens quand même sur quelque chose sur lequel j'insiste, hein, c'est que, ça, c'est peut-être la remarque la plus importante, c'est que... la cotisation sécurité sociale, c'est une part intégrale du salaire de l'employé. Qu'on dise que le patron verse tant, l'employé tant, c'est faux. C'est une partie du salaire qui n'est pas touchée directement. Voilà, c'est bien ce qu'il faut retenir. Et la part patronale, de ce fait-là, c'est une pure fiction. C'est à nous. Voilà pourquoi on emploie ce terme de pacte de voleur pour certaines choses. Et c'est pas indifférent. C'est de l'argent qui est dû. Les exonérations de charges patronales, c'est une amputation du salaire. Et c'est un hold-up des salaires. Voilà. Deuxième chose, sur laquelle j'insiste, là je vais employer un terme peut-être un peu plus personnel, je vais expliquer pourquoi. Cette fraction du salaire, c'est un salaire mutualisé. On emploie souvent l'expression différé, mais pour être précis, sans être polémique, je crois qu'il vaut mieux employer le terme mutualisé. Pourquoi? Parce qu'il introduit un lien de solidarité entre les actifs et les inactifs. Et c'est la base du système par répartition. Et je crois qu'il faut veiller à ça quand on en discute, quand on en parle. Peut-être, naïvement, maladroitement, mais ça c'est mon cas. Quand on en parle, il faut bien retenir que quand on dit salaire mutualisé, les actifs contribuent pour les inactifs. L'actif va payer la retraite du retraité. D'accord? Le bien portant, les prestations en espèces de la personne qui est malade. C'est ça la solidarité. Si on dit une fraction différée, ça veut dire quoi? C'est de l'argent qu'on a mis de côté pour le retrouver plus tard. L'état d'esprit n'est plus le même. Si on prend un système d'assurance privée ou d'assurance telle qui peut être liée à certaines entreprises, le système américain, c'est de l'argent que l'on met de côté et que l'on retrouvera devant soi, parler vulgairement. D'accord? Et quand l'entreprise disparaît. Ou pas. Voilà, quand elle disparaît, est-ce qu'on trouve l'argent? Qu'est-ce qui est arrivé avec la crise des subprimes? Subprime en 2008. Alors, voilà. Mais ça, c'est important. Voilà pourquoi, et même, il y a un vieux dicton, fais les gestes et tu croiras, récite les formules et tu finiras par y croire. Non, c'est une part mutualisée, c'est de l'argent à nous immédiat. Alors. Mais donc en fait, on pourrait le réclamer cet argent. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Oui, mais je veux dire de manière plus féroce. C'est-à-dire qu'on le dira de manière plus féroce le 16 octobre. Restitution des exonérations patronales à notre sécurité sociale. On avait même une banderole qui avait indiqué ce chiffre par plusieurs centaines de milliards. Ouais. Les exonérations, les assistés ne sont pas ceux qu'on croit. Les assistés, c'est des employeurs. Et réellement, au sens propre du terme. Oui, au sens c'est pas les diminuer psychologiquement. Non. Alors. 140 milliards par an. 145. Combien tu dis, Régis? À l'URSSAF, je peux te le dire. À l'URSSAF 140 milliards par an. 140 milliards par an d'exonération. Argent qu'on ampute à recycler. Qui ne sont compensés qu'à hauteur de 80%, donc tu vois ce qui manque. Voilà. Le trou de la Sécu, oui, plus mais quelque nous, chose. Individuellement, on pourrait réclamer ce qu'on a versé. Non. Tu es sûr de ça? Non. Parce que tu vois, mon mari, il a réclamé récemment, parce qu'il n'a pas une sécurité civile commerçant, et il a réclamé ce qu'il versait. Mais c'est RSI, c'est différent.
Ouais, et ben il l'a réclamé en disant de toute façon j'aurai pas de retraite, donc je vais réclamer ce que Oui, j'ai mais c'est versé. différent parce qu'ils ont un régime indépendant. Oui. Excuse-moi, Eh ben oui. développe, Et il y a plein de contentieux sur le RSI au TAS, au Ah bah, tribunal en des ce affaires moment, c'est la Eh sociales. oui, sociale. attends, Ah, c'est la c'est de la police. folie le RSI. Mais justement, il faut justement qu'ils viennent nous voir. On a une très bonne avocate spécialiste du TAS. Non, mais il a réclamé, il a Oui, réclamé. oui, mais là, je parle du cadre du régime général, oui, on est d'accord. On reste sur le régime général. Après, parce que- dans ton historique, t'es passé très vite, mais je comprends. Ah non, mais je reviens là-dessus. Sur la constitution de la sécurité sociale. Ah oui, oui, attends, Donc je te laisse finir, mais j'ai c'est des une, questions évidemment. c'est une présentation générale. On est loin de... On ne va pas aborder l'ensemble des régimes particuliers, de tous ceux qui refusent, et justement ça c'est important. Non, c'est un non, on point reviendra à important. 64 et le refus de rentrer dedans, etc. Ouais. Bien sûr, c'est un vrai souci. On Y est d'accord. compris, le problème, On va l'aborder, ouais. on l'aborde. Non, mais je te laisse. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, pour aller vite, ce qui se met en place, ce sont les premiers éléments d'une forme de démocratie sociale. Je dis bien d'une forme. Pas faire dans l'idéal. Comment elle s'exprime? Elle s'exprime, cette démocratie sociale, d'une manière très banale. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. On cotise en proportion de ce qu'on peut payer et on sera soigné de la même manière, quel que soit le montant de nos cotisations. On ne va pas soigner une demi-mâchoire à quelqu'un qui n'aura cotisé que moitié moins que tel. Ça, c'est très important. Deuxième point, ce fait que le système soit assis sur une fraction du salaire dans le régime général, légitime la gestion des institutions de sécurité sociale par les intéressés eux-mêmes. Voilà. Pourquoi j'insiste là-dessus? Eh bien, on le comprendra sans peine, mais on ne va pas polémiquer, bien sûr. La fiscalisation, ou toute forme de fiscalisation du financement du système de sécurité sociale est une menace directe. 3 arguments. L'impôt, si on fiscalise, l'impôt, c'est une question politique, qui est de la compétence du Parlement. Ce qui exclut les syndicats du débat et positionne les partis politiques. D'accord? Deuxièmement, la présence des représentants salariés dans les conseils d'administration est vidée de sa signification. Si c'est l'impôt qui finance, à quel titre et avec quel poids ils siégeront, puisque c'est quelque chose qui n'est pas de leur compétence. Troisièmement, la subordination étatique du système permet d'introduire avec beaucoup plus de facilité toutes sortes de politiques, disons, de limitation de l'accès aux soins, avec beaucoup plus de facilité que quand on a un système assis sur des cotisations, et même voire d'organiser un système de pénurie. À la limite, on s'y engagera, avec beaucoup plus de facilité en tout cas. Alors, pour éclairer la mise en place des ordonnances, il y a 2 angles d'approche. Il y a même 3 points qu'il vaut mieux évoquer. Premier point, en fait, c'est une comparaison entre les 2 grands types de systèmes de sécurité sociale, un modèle bismarckien et un modèle beveridgien. Rappel rapide, Bismarck, c'est le chancelier de l'unité allemande en 1871. Lord Beveridge est un homme politique anglais de la fin du 19e siècle, première moitié du 20e siècle, membre du Parti libéral. Alors, c'est un parti qui a quasiment disparu maintenant en Angleterre, mais qui a joué un rôle avant la Grande Guerre. Ce qu'il en reste, c'est de Beveridge, de son action, différentes mesures, mais c'est surtout le rapport qu'il va faire pendant la guerre, et qui va être publié en 1942. Donc, comparaison, 2 grands types de systèmes. Deuxième aspect, ce sont, pour bien comprendre les enjeux, ce sont les résistances initiales à la mise en place des ordonnances 45 qui se sont exprimées dès 1945. Et toute cette... Bon, j'évoquerai ces résistances, cette montée en puissance de la contestation du système, en m'arrêtant en 1967. J'évoquerai 2 choses, 45-67. 1967, ce sont les ordonnances Jeanne, le nom d'un ministre du général de Gaulle. Troisième point, c'est le contenu du programme du CNR. Alors,
Je vais peut-être pas être trop long sur la comparaison des systèmes Bismarck. Je répondrai à la demande. D'accord? Bon? Non, mais tout à fait. Tu n'as pas l'air content, là. Je sens qu'on proteste. Non, je ne proteste pas, c'est simplement, je suis persuadé qu'on a créé un système bâtard entre deux. Voilà, c'est tout à fait ça. D'accord. On est d'accord. Oui, non, mais par contre... Et qu'on boite depuis à cause de ça. C'est bien de modèle, hein. Mais j'avais initié cette remarque en disant Larocque, il était très impressionné par le système de Veridge. Dans sa première mouture, lui, il voulait une confrontation État assuré. Donc, ce qu'on retrouve dans ce système, ce qui est un lien de subordination, que pèse l'assuré, le pauvre individu face à la puissance de l'État. On en reparlera. Alors, rapidement quand même sur le système bismarckien, parce qu'il n'est pas indifférent. Il faut bien comprendre le contexte aussi. Bon. Dans les années 1880, donc de 80 à 89, l'unité allemande est une unité récente. Elle s'est faite autour de la Prusse. Le grand artisan de cette unité, c'est Bismarck. Et pour aller vite, les autorités allemandes, les autorités prussiennes, sont confrontées à une montée en puissance des revendications ouvrières. La création la création de syndicats, de partis politiques qui vont devenir très très influents en Allemagne. À un point, en fait, ce serait un peu long d'expliquer ça, qu'on imagine à peine. Hein. C'est le parti, le SPD, était le cœur de la Deuxième Internationale. Alors, bien mal, après, il y a des jugements de valeur, mais c'était vraiment le poids lourd. Et il avait ses émules en France, voire plus moins. Un mouvement ouvrier très puissant, très réformiste par ailleurs, et un contexte de crise économique. C'est la période dite de la Grande Dépression, qui a été une période de ralentissement très fort de la croissance entre 1873 et 1895, qui a induit des comportements défensifs, justement, de ces organisations ouvrières. Bismarck veut les combattre, et c'est dans cette optique-là qu'il se résoudra à la création d'un système de sécurité sociale. Mais on pourra en reparler, qui se trouve, voilà, on portera des jugements de valeur là-dessus. Bismarck annonce la couleur, il dit que les démocrates qui pourront jouer de la flûte tant qu'ils voudront, tant quand le peuple s'apercevra que ce sont les autorités prussiennes qui se préoccupent de leur sort et de leur bien-être. Voilà. Bon, il y a un jeu politique. En fait, c'est une négociation. C'est pas Bismarck ne s'est pas réveillé un matin en disant bon, je vais accorder ça, parce que c'est un système quand même qui a un certain nombre d'avantages. Dans le système type Bismarck, 4 risques sont pris en compte. On retrouve la maladie, les accidents du travail, la vieillesse et l'invalidité. L'invalidité pour cause là de maladie, etc. D'accord? Pas de retraite. Dans le premier point. Mais la nouveauté fondamentale du système de Bismarck, c'est son caractère obligatoire qui va s'imposer. Alors, dans un premier temps, il a été évolutif. Hein. Dans un premier temps, il va être limité aux certains types de travailleurs, ceux qui ne peuvent pas s'assurer eux-mêmes, puis il a une vocation à être global. Le système est fondé sur le travail. C'est le travail qui permet d'ouvrir des droits. Et là, dans ce sens-là, l'assurance est nettement différente des systèmes d'assistance qui préexistaient, qui étaient un lointain héritage de la philanthropie de l'Église, des municipalités. Le système d'assistance, c'est on va donner à manger aux pauvres, bien sûr invalides, ou aux valides qui ne peuvent pas trouver de travail. Mais on n'en donnera jamais aux mauvais pauvres. Et ça a été l'esprit qui a couru depuis le Moyen-Âge jusque dans la première moitié du XIXe siècle. D'accord ? Sous la Révolution française, on parle d'assistance.
à l'époque on va faire une digression, je suis peut-être trop long, mais à l'époque de la Convention montagnarde, il y a les fameux comités, ce que tout le monde a gardé en tête, comité de salut public, le plus intéressant, comité de sûreté générale, c'est la police de Robespierre, pour le dire tout net, comité législatif, en particulier c'est le comité des finances, qui définit un certain type de lois, qui ont donné lieu à un certain nombre d'enjeux, mais vous aviez un comité de mendicité, qui était présidé par un montagnard non intéressant, c'était le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, ci-devant duc. Bon, on parle d'assistance. Ça, c'est très différent. L'assurance, c'est un droit. Voilà. Et ce droit, il est imprescriptible. Bon, j'ai dit tout à l'heure que le système a une tendance à se généraliser. Troisième aspect, quand même, dans ce système et qui est intéressant, c'est qu'il y a une proportionnalité entre cotisation et prestation. Alors, quand on dit proportionnalité, ça veut dire que si les soins sont identiques, quel que soit le montant de la cotisation, le soin c'est ce qu'on appelle une prestation en nature, pour le dire vite, le système compense la perte de salaire, et la perte de salaire sera compensée à hauteur du salaire perdu. Le système de Beveridge ne prévoit pas ça. Et on expliquera pourquoi. Enfin, quatrième point très très important, qui va s'imposer chez nous à la Libération, le système est géré par les employeurs et les salariés. C'est ça, la nouveauté du système bismarckien. Le système Beveridge, il est très différent. Le contexte est très différent. C'est celui, à partir des années 1942, de la préparation de l'après-guerre. Les Alliés, avec l'investissement lourd des États-Unis dans le conflit, savent qu'ils vont gagner, un jour ou l'autre. Au moins, ils l'espèrent à partir de 1942 très fortement. Ils ne sont pas encore gagnés, mais enfin, ils préparent l'après-guerre, c'est un des aspects. Et il est conçu directement comme une compensation que l'on va accorder aux soldats, aux travailleurs qui ont été mobilisés, une compensation des efforts qui ont été consentis par la population pendant le conflit. Cette anticipation, disons, de l'après-guerre, de l'après-Seconde Guerre mondiale, ça a une ambition politique très nette. Il s'agit là, pour le gouvernement anglais, d'éviter la situation dans laquelle les pouvoirs publics, on va dire ça comme ça, s'étaient retrouvés après l'armistice de 1918. Pour le dire vite, les soldats ont été démobilisés, on les a renvoyés chez eux. Et pour ce qui concerne l'Angleterre, on les a renvoyés au chômage, directement. Et un chômage qui, pendant les années 20, a été un chômage structurel qui n'est jamais tombé à l'échelle de la Grande-Bretagne en dessous de 10%. Avec ce qu'on appelait les districts sinistrés, qui ont été toutes les régions de vieille industrie, dans lesquelles, de manière durable, ils ont eu un chômage, alors c'est décompté, etc., je ne refais pas tout le descriptif, qui atteignait 50% de la population. C'est l'époque des marches de la faim, et dans les revendications des Anglais à l'époque, il y avait cette phrase qui revenait souvent: les héros de la guerre sont devenus les héros de la paix. Des gens que l'on a renvoyés à leur néant. Vraiment... voilà. Et ça a créé dans toutes les populations. Ce qui est vrai en Angleterre est vrai avec des nuances dans les autres pays. Un peu moins chez nous. On avait la tradition des poilus de Napoléon qui était resté, c'est avec ça qu'on a soigné les gueules cassées, quoi. Oui, voilà. C'est tout ce qu'on avait, mais on l'avait, quoi. On a mieux amorti les choses en France. Ils l'ont moins bien amorti en Allemagne, par exemple. Là, c'est un autre contexte. Mais c'est vrai que cette situation a été problématique. Donc, il faut trouver une solution. Alors, ce rapport de 42, le rapport Beveridge, est rédigé par un comité qui est directement attaché au cabinet de guerre. Le cabinet de guerre, c'était un cabinet en Angleterre d'union nationale. Il y avait 3 conservateurs, 2 travaillistes. C'est un cabinet restreint autour de
des principaux leaders, Churchill, et le leader travailliste, c'était Clément Attlee. Donc, la philosophie générale du rapport mérite vraiment d'être méditée. Alors, elle est la suivante. Le système repose sur la coopération entre l'État et l'individu. L'État fixe les règles, l'individu, que doit-il faire? Faire preuve de responsabilité. Dans ce système-là, on n'a pas fondamentalement quitté la mentalité des systèmes d'assistance. On va avoir les bons et mauvais pauvres. Ça peut justifier des tas de choses, cet état d'esprit. Les principes d'organisation sont les suivants. C'est la règle des 3 U. Premier U, c'est celui de l'universalité. Toute la population est couverte, mais ce qui est retenu, c'est la notion de citoyen, pas la notion de travailleur. Premier point. Et tous les risques sont aussi englobés dans ce système de l'universalité, dont le chômage. Deuxième U, l'unité. Il y a un organisme gestionnaire unique, en fait une agence entre les intéressés et le gouvernement britannique, pour schématiser. Bon, l'administration britannique est très différente quand même de la nôtre dans ses principes, d'accord? Enfin, troisièmement, c'est l'uniformité. La prestation versée est identique. Dans tous les cas de figure, c'est une prestation à minima. Alors, dit comme ça, ça fait très égalitaire. C'est très bien. On voit certaines revendications. Je ne les évoquerai pas ici. Mais dire, pourquoi pas le même salaire pour tout le monde? Pas de catégorie, pas de ceci, pas de cela. En soi, pourquoi pas? Sauf que, dans ce système anglais, c'est vraiment une prestation bas de gamme. Il n'est pas égalitaire du tout. Si vous avez les moyens de financer une assurance complémentaire, ben vous le faites. Et le système anglais, alors, il a été vanté à une certaine époque, a été complété par la mise en place d'un service national de santé. Donc ce système anglais est mis en place, en fait, par le gouvernement travailliste, le gouvernement Attlee. Et disons que ça s'intègre à une politique plus vaste qui est qualifiée de politique, de welfare state, d'état du bien-être, si je traduis bien. D'un bien-être modeste, quoi. N'exagérons pas. Alors, 2 remarques. Premièrement, le système Beveridge a inspiré pratiquement tous les systèmes européens, à l'exception notable des Allemands qui ont gardé leur système. Malgré l'Allemagne qui est sous les ruines, non. Le système de sécurité sociale allemand a tenu, tel qu'il était. J'insiste là-dessus tous les pays parce qu'il a fortement inspiré Pierre Laroque. Mais ce qui s'est mis en place à la Libération a plus évolué chez nous vers le système bismarckien. Et ça, c'est quelque chose de vraiment significatif et d'important. J'insiste sur un deuxième point, c'est que le système, je l'ai dit, mais ça mérite d'être dit, le système de Beveridge, qui est égalitaire en apparence, correspond à, je vais dire de manière douce, à un certain moralisme des sociétés anglo-saxonnes, dans lesquelles le pauvre est resté, à travers les âges, un individu suspect. Plus ou moins, mais même très suspect. Je donne une citation du rapport, hein, c'est pas moi qui le dis, là, c'est pas de l'interprétation. On trouve dans le rapport de Beveridge cette phrase intéressante: l'assistance, j'emploie le mot, donnera lieu à une justification des besoins et elle sera soumise à des conditions de comportement dont l'objectif sera d'accélérer la restauration des moyens d'existence. Avant même que le gars soit malade, on le suspect d'être malade pour tirer au flanc. On est d'accord? Ça, c'est de l'interprétation. J'ai tendance à penser qu'elle est juste. On attaque le programme du CNR. Le CNR. Je vais vous quitter. Hein. Salut. Le CNR. Alors, les jours heureux. Alors, les jours heureux. Les jours heureux, ça correspond au titre qui est donné à ce programme et ça correspond surtout à l'état d'esprit de l'époque. Juste si je peux faire une aparté rapide,
l'état d'esprit après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale a été très différent. Pour le dire en termes un peu psychologisants, les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale ont été des années de pessimisme intégral, de sentiment de crise de la société, la compréhension que les discours progressistes qu'on avait connus dans certains pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., c'était faux. La guerre a été vécue comme un retour à la barbarie par les combattants qui l'ont faite. Et, pour le dire vite, l'expérience du front n'est pas un mot pour commémoration, comme on a malheureusement tant vu de ces commémorations. En moyenne, 900 soldats français tombaient chaque jour, 750 Anglais. Les Allemands, ils en perdaient à peu près 1500. Par jour. Par jour. Il y avait des jours creux et des bons jours. Jour de grande bataille, c'est quand même les Anglais qui ont battu quasiment un record. Ils en ont perdu 20 000. Voilà. Non, mais ça, c'est oublié, c'est pas concret pour nous, mais pour les bonnes gens de l'époque, c'était quelque chose. Par contre, là, après la Deuxième Guerre mondiale, le sentiment était un sentiment global d'optimisme, et là, fondamentalement lié à la perception qu'on a eue graduellement du régime nazi. Que ce soit l'occupation en France, que ce soit alors, France, c'est une chose. En Pologne, c'est au-dessus. En Union soviétique, on ne va pas dire la Russie, comme disait le général de Gaulle, c'est encore un étage au-dessus. Bon. Là, c'est... donc ce sentiment, on a connu le pire, on ne peut connaître que des progrès. C'est un peu l'état d'esprit des générations de l'époque. Alors, comprendre le programme de la résistance, ça suppose, le programme du CNR, bien sûr, ça suppose, c'est le programme de la résistance, évoquer deux choses, la résistance en France et le régime de Vichy. Disons rapidement, pour cadrer juste le programme du CNR, en 1943, la résistance s'est étoffée, elle s'est structurée, et elle se donne comme objectif, elle a comme vocation d'assurer la continuité de l'État français. Alors là, je fais cette remarque importante, le régime de Vichy, c'est l'État français, c'est plus la République française. Mais dans l'esprit des hommes de l'époque, des hommes de la résistance, et pas seulement dans celle du général de Gaulle, Vichy, c'est une parenthèse nulle et non avenue. L'État français, il a continué avec eux. D'accord ? Donc, il y a ça. Deux organismes se sont mis en place dans le cadre de la structuration de la résistance. En Afrique du Nord, un comité français de libération nationale, rapidement devenu un gouvernement provisoire de la République. Ce gouvernement, pour le dire vite, ce gouvernement donc s'est étendu à toute une série de catégories de personnes rassemblées autour d'un leader principal, après quelques vicissitudes, qui était le général de Gaulle. Donc, en 1944, on en retrouve à l'intérieur de cette structure, à l'intérieur des structures du GPRF, à la fois des vichistes reconvertis. Vous voyez des noms ? Non ? Ah oui, on n'est pas tenu par le secret de la confidentialité, contrairement à ce qu'on nous dit dans les comités d'entreprise. Ah ben là, c'est Daniel. pas confidentiel, ce sont des grands. Bon, Giraud, qui était le rival de De Gaulle. Les Américains préféraient Giraud à De Gaulle. De même, général Giraud, général pétainiste. Alors, pas forcément très malin. Mais sportif, il avait 62 ans, 63 ans. Il a réussi une évasion spectaculaire de sa forteresse, de son oflag. Puis à pied, il présentait le maréchal. Il a offert sa personne. Bon. Il s'est trouvé en Angleterre, c'était l'homme des Américains, De Gaulle l'a éliminé. Avant, sans polémique, le cheval que les Américains pensaient avoir trouvé, c'était Darlan, le grand amiral. Bon, alors on ne présente plus ce grand homme, et puis en plus il s'était trouvé là par hasard. Bon, il a été assassiné, des circonstances mystérieuses. Disons que le type qui l'a tué était un jeune type du 19, 20 ans, là, du royaliste.
c'est simple, il a été arrêté par les gendarmes qui étaient là, jugé, fusillé. Top. Tout ça en moins de 12 heures. C'était un... Des fois on dit que la justice est lente. Ouais. Donc il y a ça, des vichistes. Non, les j'insiste parce qu'il faut bien comprendre qui va cohabiter. Des hommes politiques issus de la résistance intérieure. Alors un des plus intéressants, deux sont intéressants. Un, c'est un ennemi politique de Gaulle, c'est Freinet, et un grand ennemi de Jean Moulin. Bon, homme éminemment de droite, fondateur du premier groupe de résistance bien structuré, qui était le groupe Combat. Et on a aussi Dastier de la Vigerie, représentant un autre groupe de résistance, Libération Sud, dont les orientations politiques sont plus sinueuses, ancien officier de marine. Et puis on a les partis politiques d'avant-guerre, totalement discrédités, mais bien représentés par des, on peut le dire, des gloires de la politique. Genre, les meilleurs, pour moi, on fera la parité, là. La parité à gauche et à droite. Le président Le Trocker, enfin le représentant Le Trocker pour les socialistes. Et enfin, pour les partis de droite, parti indépendant, c'est le nom que s'était donné le parti de droite au sein du CNR, le regretté président Queuille. Il était président du Conseil de la 4e République. C'est ça. Avec des phrases. C'était président du Sénat. Non, Trocker du Sénat. Mais bon, on n'insistera pas sur le Trocker. Faisant dans le sérieux, Queuille était beaucoup plus sérieux. Il a formulé une phrase qui donnait la plénitude de sa pensée politique. Non, pardon. Comment? Non, pardon. C'est Non, mon non, avis. Je suis là très, très dogmatique. Je sens que Trocker n'est pas quelqu'un d'intéressant pour vous. J'ai bien compris. Queuille est beaucoup plus. Oui, bon. Queuille est beaucoup plus. Il a eu cette phrase fondamentale: il n'y a aucun problème. Il ne trouve de lui-même sa solution si on ne cherche pas à lui en trouver une. C'est extraordinaire. Et c'est pour rire la situation. C'est un grand, un très grand. Plus intéressant, il y a deux communistes bontins. Alors, Billou, François Billou, qui a été le ministre de la Santé et de la Libération, et Grenier, des poids lourds. En France, le CNR, qui s'est structuré en mai 1943, donc c'est toute je ne reviens pas là-dessus, hein, c'est la geste héroïque de Jean Moulin, mais on présentera quelques personnages pour le après. Rappel rapidement, il est composé des 8 mouvements de résistance bien établis. Alors on ne va pas les égrener, mais il y en a toute une tapée qui sont en rivalité politique, ça je l'ai entre eux, et en rivalité politique avec la France libre. Quand on dit France libre, c'est De Gaulle à Alger, c'est les forces françaises libres de l'extérieur, commandées, et qui ont été commandées par exemple à l'époque par le général Jevin, ex-pétainiste bon temps, hein. Ça c'est l'armée d'Afrique. Un grand. 6 partis politiques. Alors, parmi eux, on peut les nommer. Je les nommerai plus tard. On peut évoquer quand même d'emblée un parti politique, la droite, qui est discrédité dans l'opinion, représenté quand même par le parti indépendant, et notamment par je crois que je me demande si c'était pas Pilier qui le représentait. Par contre, sont représentés le mouvement chrétien-démocrate sous la forme du MRP, et qui est représenté par Georges Bidault. Voilà. Et en fait, 2 syndicats. Alors, il y a 2 syndicats à l'époque, CGT. Alors, la CGT a été réunifiée quelque temps avant. Ce sont les accords de Péreux. Les accords du Péreux. La rue. Ouais, accords de Péreux. Et la CFTC, qui sont impliqués tous les deux dans la résistance. Sera considéré comme syndicat représentatif pour ses comportements pour la résistance. Ultérieurement, la CGC, elle n'existe pas à l'époque, mais elle va agréger des syndicats indépendants de cadres qui étaient dans le mouvement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que De Gaulle, bon je l'ai dit, mais je redis, c'est placé à la tête, a placé la France libre et lui-même, incarnation de la France libre, il est la France, et il se présentait comme tel. Hein. Qui sommes-nous? Nous sommes la France. Nous ne sommes pas
une légion étrangère des Anglo-Saxons. Donc, il se positionne à la tête de la France libre, le général de Gaulle, à la tête du gouvernement provisoire. Il est le chef de l'État, il va représenter l'unité de la nation, mais ce qui nous intéresse là, c'est ceci. De Gaulle était favorable à une vaste politique de progrès social pour l'après-guerre, selon ses conceptions à lui. Mais c'est indéniable, c'est une des composantes du mouvement gaulliste, tel qu'il se forge à l'époque. Il se forgera après. Deuxièmement, bon, on l'a dit, les liens entre le Parti communiste et la France libre ont été tissés dès la période 42-43. Et les communistes, les staliniens, pour les caractériser de manière plus précise, vont jouer avec d'autres mouvements progressistes, classés à gauche, un rôle très important dans la mise en œuvre des programmes économiques et sociaux à la libération. Alors, le programme du CNR, ce programme des jours heureux, est adopté, donc on a dit en mai 1943, il est adopté à l'unanimité. C'est la règle que les rédacteurs se sont imposés, et la commission de rédaction... alors, c'est une commission réduite, 5 membres, si je me retiens bien, si je me souviens bien. Cette commission donc fonctionne selon la règle de l'unanimité. 2 membres vont être intéressants à signaler. Georges Bidault, dont on a déjà parlé, et Louis Saillant. Alors Louis Saillant, c'est le représentant de la CGT. Une remarque quand même sur Louis Saillant, qui va jouer un rôle, qui rédige en fait le contenu social de ce programme. Louis Saillant, ex-confédéré avant la réunification, va rester après la scission de 48 dans la CGT présidée et dirigée par Benoît Frachon. Il ne retournera pas à la tendance FO. Voilà. C'est un point. Les confédérés, pour bien préciser, c'était comment la tendance majoritaire avec Léon Jouot. La tendance minoritaire était animée par les communistes, et les communistes vont faire après vont devenir majoritaires dans la vieille CGT en 43. En 43. Voilà, c'est l'inverse. Oui, mais il balaye toutes les unions départementales pratiquement. À l'exception de l'UL de Fougères. Ouais. Et encore, ça a été... Qui restait majoritaire, qui restait... qui est membre, qui est membre fondatrice de la CGT Force ouvrière. Ouais. Il y a plus de cartes à Fougères avec les ouvriers majoritaires. Ils étaient beaucoup plus franc-mac que oui, à Fougères. À Fougères, C'était le nid de la franc-maçonnerie. Donc là, les cocos, ils n'ont pas réussi à y aller. Faut être clair. Oui. Bah, écoute. C'est des choses historiques, des chaussures et tout ça. Parce qu'il... Ah ben c'est le nid de la franc-maçonnerie, c'est clair. Oui, tout à fait. Mais bon, la franc-maçonnerie a eu du mal à se débattre dans l'après-guerre, pour des tas de raisons. Parce que je n'avais pas répondu à une question à la première... je reviendrai quand on parlera du rôle des mutuelles, de l'attitude des mutuelles par rapport à la sécurité sociale. Là, ils ont récupéré le bon sens. Oui, mais ils l'ont eu en travers de la gorge en 1945. Bon. Et puis, bon, la franc-maçonnerie avait été décomposée, peu résistante, par la force des choses. Et ils ont eu des repentis à l'époque de Vichy. Aussi. Nombreux. Et notables. Enfin bon. Donc ce programme du CNR a 5 points. Établir le GPH, c'est-à-dire le gouvernement français, assurer la continuité de l'État qui va défendre l'unité de la nation. Punir les traîtres, 2e point. Confisquer les biens des traîtres. Ça, c'est la partie que s'était réservée Bidault. Bidault voulait punir les traîtres. C'est la flagellation. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose. Rétablir la démocratie. Là, dans le contexte de l'époque, c'était pas un 20 mots. Et même le contenu du programme était très précis sur la chose. Garantir de manière très stricte la liberté d'opinion, de manière réelle, pas seulement formelle. Garantir la sécurité des gens, de leurs biens, etc. Le point 5, c'est le programme des réformes. Un volet économique, avec nationalisation, on aura précisé
bien sûr, sans rachat, sans indemnité. Sans indemnité ni rachat. Ouais. Ça fait bien de le redire 2 fois. Faut le redire. Sans rachat ni indemnité. Je le dis avec sa grosse voix. Et intervention de l'État pour réguler l'économie et établir les grands équilibres nationaux, contrebalancer les. Donc ça, c'est un. Le plan social, le volet social comprend 2 aspects. Rétablir le syndicalisme indépendant, et ce point 5 est rédigé en fait par Saillant, c'est pour ça que je l'ai nommé tout à l'heure. Donc, un syndicalisme indépendant. Et là, on vise particulièrement les tendances corporatistes diverses, et surtout telles qu'elles s'étaient exprimées. Et aussi la charte du travail, quoi. Et Oui. René Belin, Et voilà, suit. ça, Et l'ouvrier, tous ces bazars. voilà. Un René Belin qui avait été quasiment avant-guerre alors c'est peut-être de la médisance de certains, mais ça passait comme ça, le successeur presque désigné de Léon Jouvre. Quasiment, ouais. Ouais, c'était quasiment ça. Il signait les billets dans le populaire. C'était René Belin était un personnage très important. Très important. Il a particulièrement mal tourné, mais ça c'est une autre histoire. Et dans ce programme social, il y a la sécurité sociale. Donc, là où ce programme diffère, je réinsiste, du projet de Larocque pour l'initial, c'est que c'est un système par répartition, c'est un système dans lequel il y aura une gestion par les salariés eux-mêmes et pas par le canal, pas dans un face-à-face avec l'État. Alors, revenons à ça. À la Libération, dès la publication de l'ordonnance, dès octobre 1945, des oppositions se sont manifestées brutalement. Et elles sont venues de 3 horizons. Je vais aller du plus insignifiant à l'époque, mais qui revient en force par les temps qui courent, au plus important de l'époque. Le patronat n'est pas très favorable, mais enfin, compromis par les années d'occupation, a eu un profil bas. C'est pas manifesté. Le général de Gaulle avait dit lui-même, il accueille avec résignation les temps nouveaux. C'est trop long? Là, c'est les accros de la cigarette. T'en fais partie, Daniel? Non. Non. Ah, je suis repentant. Enfin, mets-toi à l'antipanique, mon gars. Oui, Fume oui. ta cigarette, il Oui, n'y a oui. aucun souci. On est pour la liberté de comportement. Enfin, Ah oui, oui. il n'y a pas de souci. Je suis. Ah oui, oui. Il y a la sécurité sociale maintenant. oui, non. Mais je vais parler. Je vais sucer mon bonbon. Ouais, ouais, non. Non, je fume de temps en temps. Enfin, non, j'ai fumé. Voilà, c'est pour ça que je. Voilà. Et j'approuve totalement. C'est peut-être le seul repentir que j'approuve.